Bonjour, vous êtes à Léon de Soleil, bienvenue. Vous allez nous accompagner pendant une vingtaine de minutes avec un promeneur. Et nous allons voir la Guyane au fond de ses yeux, à la fois celle d'hier, d'aujourd'hui, avec des incursions vers le futur. Ce sera une surprise, mais surtout une balade. Installez-vous, écoutez. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Luc. Alors je vous invite à cette balade qu'est les Léons de Soleil. Alors c'est une promenade. C'est une promenade qu'on fait à destination de la Guyane, mais la Guyane dans les yeux. Et ce sont les yeux du promeneur que vous êtes et celui qui va nous accompagner pendant 26 minutes. Du Léonneur. Si vous voulez. C'est une conversation libre. Voilà. Donc n'ayez pas peur des incursions, des digressions, c'est autorisé. Et donc aujourd'hui il fait beau comme vous le constatez. Oui. Nous sommes en pleine nature. Et donc vous êtes, quand je vous vois Jean-Marie, vous êtes de type européen. Hein, vous savez, dans les films on dit type caucasien. Caucasien. Mais alors, sans te couper, moi je veux te tutoyer, oui, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Allons-y. Je suis un métis en fait, et on m'a dit une fois que j'étais le type quarteron. Oui, quarteron, trois quarts. Voilà, j'ai pas été vérifié. Ce qui est sûr, comme on me l'a dit aussi une fois, du fait de mon histoire, et j'en suis fier, c'est qu'à l'époque, vous allez comprendre, cette époque-là, mon père était sur le pont et ma mère était dans la cale. Ah, voilà, je suis ça métissé. Remonte loin. Oui, dans l'histoire humaine, pas trop. C'est notre histoire commune. Et donc, je suis métissé, béquet, esclavagiste, et entre guillemets créole, même si ce terme n'est pas le plus exact, puisqu'à l'origine, le créole est le blanc né aux colonies, afro-descendant, on va dire. Bon, j'ai plus pris du côté, on va dire, caucasien que... Mais lorsque les cheveux poussent, je retrouve mon côté nègre. Alors, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est de savoir, vous savez, quelles sont les impressions. Il y a une très belle publication ici qui s'appelle Impression de Guyane, beau format, de luxe. Quelles sont vos premières impressions de la Guyane? D'abord, y êtes-vous né? Je suis guyanais, Mossaroun guyanais, Mossaroun quarteron, Pagadé Molapo, à Mouchoc à compter. Moi, mon pays, je le vis, on va dire naturellement. Pour moi, c'est commun, c'est banal, c'est tout à fait normal de voir cette végétation, de voir cet environnement, cette faune. Je suis un petit peu, peut-être que certains me l'ont déjà dit aussi, je suis peut-être un peu blasé, peut-être, mais pour moi c'est tout à fait normal, commun de voir les choses comme elles sont, quoi. Enfin, il y a des choses qui sont peut-être moins banales. Si je vais au pied d'un Inselberg, d'abord pour y arriver, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vrai. Et en plus, j'ai quand même l'impression de me trouver nulle part ailleurs. C'est vrai. Bon, alors, tout comme je suis aussi impressionné par le grondement du saut Poligoudou sur le Maroni, par la beauté intrinsèque de la savane de Caux, et non pas le marais de Caux, puisque ce n'est pas un marais, c'est une savane autour du village. Oui, c'est beau, c'est magnifique, ça touche, ça fait vibrer. Mais, comment dirais-je, les rares fois où j'étais en France métropolitaine, j'ai par contre été très impressionné de voir des arbres sans feuilles, d'avoir cette température de frigidaire, etc. Ça m'a étonné. Mais moi, en tant que Guyanais, mon environnement, je le vis... C'est normal pour moi. Alors c'est un commentaire qui n'est pas surprenant dans la mesure où vous êtes guide, vous êtes même président de la compagnie des guides de Guyane. Secrétaire. Oui, soyons précis. Et donc à ce titre-là, vous Léonnais. Oui, dans un passé pas très lointain, j'étais guide à temps plein dans une agence locale, qu'on peut citer peut-être. J'ai le voyage, voilà, avec Jean-Louis Antoine, qui a fait confiance en un jeune comme je l'étais à l'époque, qui n'avait pas de diplôme, qu'il a employé, qu'il a formé, à qui il a appris à conduire une pirogue, à qui il a appris à faire plein de choses, à qui il a confié des touristes pendant plusieurs semaines tout seul sur le Maroni, sur la Mana, sur la Prouague, etc. Donc effectivement j'ai parcouru pas tout le département, je vais être honnête, mais une grande partie du département quand j'avais à peu près une vingtaine d'années en tant que guide professionnel. Alors, est-ce que l'Inini, par exemple, vous, ça reste un pays de légende ou est-ce que vous l'avez parcouru de long en large ? Je l'ai parcouru. En long, oui, en large, peut-être pas encore, mais c'est un territoire que j'ai parcouru de
quand on connaît un peu justement son histoire, on sait que les ninis commençaient à telle partie du département, s'étendaient jusqu'à telle autre, et je l'ai parcouru. Oui, j'ai vu Maripasoula, j'ai vu sur la Prouague, etc. Vous parliez du faux Poligoudou tout à l'heure. Oui. Le nom est amusant, vous savez d'où ça vient? Pouligoudou, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ça veut dire décharge tes... Alors soit ça veut dire décharge tes marchandises, ou soit tu perds tout. J'ai oublié l'exacte étymologie du nom de cet endroit-là, mais ce qui est impressionnant avec ce rapide, ce saut, c'est que plusieurs minutes avant de le voir, en étant près du moteur de la pirogue, on entend déjà le grondement de l'eau qui passe dans cette espèce de rétrécissement entre des blocs de roche. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est la dextérité, le savoir, la compétence, l'audace qu'ont les piroguiers pour franchir ces endroits-là. Juste une petite anecdote, donc pendant très longtemps j'ai fait le guide sur le Maroni, j'en ai fait quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, et les motoristes passaient les fleuves avec une certaine façon. J'ai eu l'occasion de refaire ce circuit-là une dizaine d'années après, quand j'étais dans une entreprise d'audiovisuel, que l'on connaît de la place, qui est la première. Le service public. Voilà, le service public national, oui. Voilà. Et j'ai constaté qu'en l'espace de 10 ans, les motoristes avaient quasiment inventé une nouvelle façon de passer les sauts. Je ne sais pas si on peut le comprendre avec la radio, et on est un peu en live sur le... Non, mais on peut expliquer. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, ils passaient certains sauts en marche avant, oui. Et les mêmes sauts, 10 ans après, ils les passaient en marche arrière. Et ils avaient constaté que c'était plus facile pour eux, qu'ils avaient plus de puissance, de patate dans le moteur, dans cette façon de faire que... voilà. Bon, vous savez, les pilotes qui atterrissent à Saint-Barth, par exemple, doivent passer une qualification. Est-ce qu'il en faut une? J'imagine que non, mais comment devient-on piroguier en passant? Est-ce qu'il faut une qualification ou une certification pour passer le saut? Je crois savoir qu'il y a une volonté de la part de l'État de légiférer sur la chose. Oui. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Oui. Et ça fait rigoler beaucoup de gens d'attendre de voir venir des inspecteurs de métropole qui vont dire à un Aloukou de Maripasoula ou de Grand Santi ou de Pailleton ou un Jouka de comment passer un saut, quoi. Alors, sur le registre des animaux, bien sûr... Il y a eu beaucoup de vent. Donc tu feras du montage alors. On peut attendre. Oui, on peut attendre. Ouais. Ah, ils sont si sensibles que ça, les micros. Il aurait fallu que je mette une moumoute. Une bonnette. Ah, oui, une bonnette, oui. Ouais. Dommage. Ouais. Tu nous dis quand c'est bon. Ok, vas-y. Alors, on va revenir sur les paysages, vous savez ce qui fascine tous les visiteurs, mais même les résidents de Guyane, ce sont les animaux. C'est un pays d'animaux de grand format. Il ne faudra pas encore d'éléphants. Oui, il y en a certains qui devraient quand même... Je comprends ce que tu veux dire. Oui, il y a Caïman, Maïpouri, on a quand même... une richesse ici. C'est sûr que par rapport à d'autres territoires de métropole ou d'outre-mer français, on est très gâtés. Très gâtés, on a cette chance-là d'avoir cette faune diversifiée. Les oiseaux, l'exemple que je prends souvent, il y a plus d'espèces d'oiseaux ici en Guyane que dans toute l'Europe. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un qui s'intéresse aux oiseaux, ici en Guyane, il en a plus à manger, à savoir, à apprendre qu'un simple, entre guillemets, métropolitain ou allemand ou espagnol. Parce qu'il y en a plus. Les serpents, c'est pareil. Et puis ne parlons surtout pas des insectes. Oui. Là, c'est la folie. Parce on dit qu'au camp des Nouragues, les Américains ont découvert, enfin, il n'y a pas que les Américains, bien sûr, mais ils sont des spécialistes, enfin, peu importe, on les accueille au camp des Nouragues, et il y aurait plusieurs milliers d'espèces d'araignées, voilà. C'est étonnant. Étonnant ou normal. C'est étonnant pour un esprit voilà, quand on voit cette profusion de vie qu'il y a, cette diversité au niveau des plantes, qui donc se font manger, sont consommés par des animaux herbivores, qui eux-mêmes se font manger par des animaux carnivores. C'est en fait compte le triptyque de la biodiversité. Plus vous avez de milieux différents, ici en Guyane, il n'y a pas une forêt. Il y a au moins 20 sortes de forêts différentes.
entre les forêts marécageuses, les forêts ripicoles, les forêts sur sable blanc, les forêts sur cuirasse latéritique, les forêts sur ceci, les forêts sur cela, les Inselberg dont tu as parlé il y a quelques instants. Voilà, donc il y a des milieux différents. Donc de facto, il y a une faune et une flore riche, qui vit, qui se reproduit, qui s'alimente, etc., etc. Et puis, il y a depuis quelques milliers d'années des changements qui se sont faits. Et puis depuis quelques centaines de milliers d'années, tout ça, bon, je fais un petit mélange très rapidement, il y a une certaine stabilité qui s'est installée. Donc, l'histoire de la Guyane, dans la position où elle est, fait que c'est une terre qui est très ancienne. On a d'ailleurs, un de mes dadas, c'est de recenser les records que nous avons en Guyane. Je suis arrivé à peu près 150 items sur la question. Record de quoi ? Là, tu me lances sur quelque chose. Oui, non, on va pas se rendre compte, mais des records. Alors, des records. Demande 2, 3. Voilà. 2, 3. Oui, 2, 3. Tu as parlé du maïpouri. Oui. Le maïpouri, c'est le mammifère sauvage, le tapir donc, qui est le mammifère sauvage le plus lourd, le mammifère sauvage terrestre, le plus lourd d'Amérique du Sud. On le trouve en Guyane. L'anaconda, c'est le plus gros des serpents du monde. L'aigle harpie, c'est l'un des plus grands aigle au monde. L'harpie féroce ou... L'harpie féroce, l'aigle harpie. Il n'y a que en Amérique du Sud et centrale que des singes ont une queue préhensile avec laquelle ils s'attachent pour ne pas tomber. Ça n'existe pas chez les singes africains et asiatiques. Et ben nous, en Guyane, on a des singes comme ça. Le caïman, tu as parlé du caïman, je crois. Oui. Bon, il y a 6 espèces de caïmans qui sont des crocodiliens sud-américains. Chez nous, en Guyane, alors qu'on est le plus petit territoire, c'est aussi un record d'Amérique du Sud, on a 4 espèces, et on a le plus grand des caïmans et le plus petit des caïmans, qui lui est peut-être le plus petit crocodilien au monde. Voilà. Quels sont leurs noms ? Le plus petit. Alors tu veux le plus petit, c'est le caïman rouge en créole simple. Le nom scientifique, c'est Paleosuchus palpebrosus, qui veut dire paléo ancien, succus écaille. Palpebrosus, il a des paupières qui sont ossifiées. Et puis le caïman noir, c'est le Melanosuchus niger. Si tu fais l'étymologie de Melanosuchus niger, ça veut dire nègre noir noir. Oui. C'est mélano noir. Écailles noires, enfin bon. Alors ces phénomènes-là, est-ce que tu les as rencontrés ? Parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir comment ça s'est fait. Les caïmans noirs. Quand j'étais guide ACO, alors en plus d'avoir été guide ACO, j'ai été aussi garde de cette réserve naturelle nationale pendant 1 an. J'ai participé entre autres à la première mission de comptage des caïmans dans la zone de l'Angélique, une mission qui a été donc faite par hélicoptère pour y aller. C'était plus pratique, plus facile, plus rapide. Donc des caïmans, j'en ai vu. À une époque de mon activité professionnelle, tous les soirs, j'attrapais des caïmans pour les touristes. Ah oui, là on dit que c'est un sport qui est surtout pratiqué par des Brésiliens. Alors, c'est une légende. Forcément, non. Mais alors comment se jette-t-on à l'eau ? Parce que alors justement, tiens, tu me tends la habituel. perche. Moi, je n'ai jamais fait comme certains guides qui se la jouent, qui se la pètent, qui se jettent à l'eau. Voilà. Je n'ai jamais pratiqué cette façon de faire. Je l'ai d'ailleurs dénoncé plusieurs fois à certains collègues en leur disant mais ça sert à rien. Déjà, 1, vous stressez l'animal inutilement. 2, le jour où à côté du caïman il y a une anguille électrique, une gymnote électrique et que tu te prends 600 volts dans la tête, c'est pas moi qui ira plonger pour te sauver, etc., etc. Et pour ce qu'on est payé, concrètement, ça les vaut pas, quoi. Enfin, vous êtes plus humain que ça, comme. Non, si. Non, moi, je suis. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais pratiqué ça. Moi, je m'attachais à attraper le caïman. Parfois, j'étais seul dans la grande pirogue avec une vingtaine de personnes. J'y arrivais au moteur, comme on dit, en marche arrière. Je relevais le moteur rapidement. Boum. Voilà. Bon, c'est caïman jusqu'à 1 mètre de long, 1,20 m. Voilà. Ça, je l'ai fait pendant. Mais on les prend comment ? Par la queue ? Ah non, surtout pas. Alors là, tu les attrapes au cou. Ah, au cou. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le caïman rouge, là, qui est la plus petite, lui, il a des écailles au niveau du cou, qui sont très effilées, très pointues, très dures, et qui sont assez blessantes, quoi. Voilà. Bah alors comment as-tu appris à capturer ces petites bêtes ? Sur le tas. Ah ouais. J'ai vu mon patron, donc Jean-Louis Antoine, le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout d'un moment, il m'a dit, vas-y.
Jean-Marie, faut que tu y ailles, quoi. Donc je l'ai fait, et puis j'avoue que je ne me suis jamais fait mordre, parce que j'ai toujours eu cette présence d'esprit de faire toujours très attention, de jamais vouloir me la péter, contrairement à ce que certains guides font, etc., etc. Et j'avais aussi une règle de conduite, c'était lorsque j'attrapais le caïman pour les clients, c'est moi qui tenais le caïman. Je ne passais pas le caïman aux clients, parce que déjà ils ne savent pas tenir un caïman, l'animal sent que la pression est différente, donc il va faire un mouvement de corps, de queue, ça va être la panique dans la pirogue, comme ça a déjà été le cas avec d'autres... et je passais comme ça l'animal en expliquant sa vie, son éthologie, son alimentation, sa reproduction, etc., etc. Et puis après on le relâchait. Parfois ça durait un peu longtemps, mais c'était la solution qui était, je trouve, l'une des moins stressantes pour l'animal et pour que les clients aient l'information, puissent toucher un caïman, chose qui était pour eux extraordinaire et qui vrai, c'est pas commun. C'est pas commun, toucher un caïman. Alors, y a-t-il, on devient en pleine nature, ce qu'on entend bien, c'est le kikiwi. Oui, voilà. Finalement, je suis devenu un entomologiste de Guyane. Ornithologiste. Je prends tout. Voilà, ornithologiste. Le kikiwi, alors c'est la famille des tyrans. On les appelle comme ça pas pour rien, c'est que ce sont des oiseaux qui sont assez agressifs, qui n'hésitent pas à attaquer, à houspiller des oiseaux plus gros qu'eux, comme les rapaces, entre autres. Et la famille des tyrannidés, c'est la famille d'oiseaux la plus représentative, la plus nombreuse des oiseaux de Guyane. De mémoire, ils doivent être environ 84 espèces, à peu près. Alors, tu évoquais tout à l'heure la pêche au caïman, avec 20 personnes dans la pirogue, la saisine du caïman. Moi, je suis un profane dans cette affaire. Y a-t-il eu des rencontres plus solitaires? C'est-à-dire que tu es dans un layon, tu marches, et soudainement, tu rencontres quelque chose. Est-ce que c'est arrivé? Et y avait-il, qui était ce quelque chose? Moi, il m'est arrivé 2 histoires en forêt que jusqu'à maintenant je n'arrive pas à expliquer, qui peuvent paraître du domaine paranormal. À ce point-là. J'étais pas seul, j'étais accompagné à chaque fois, donc j'avais pas bu trop de tafia, ni fumé des produits illicites ou sniffer des champignons, non, rien. Très rapidement, une. Oui. C'était sur la Prouague, un soir, avec les clients, tout ça, avec le piroguier, un des clients voulait aller chasser. Bon. On était au pied du saut Grand Canori, je crois, de mémoire. Ok, donc il y a le carbet, à côté il y a le carbet caca, on sait de quoi il est, et à côté du carbet caca, il y a une crique qui arrive de la forêt. Donc on se dit, après manger tout ça avec ce monsieur-là, avec son fusil, on va remonter le cours de la crique. Donc il est devant avec son fusil, voilà. Moi je suis en deuxième et en dernier, donc Antoine le piroguier. Donc on remonte le cours de la petite crique comme ça, qui est pas très large. On enjambe à un moment donné une liane avec une belle plante, une broméliacée, la famille des ananabois, ok. À un moment donné on voit une vieille bâche dans le cours de la crique, tout ça, ok. Bon, on voit des choses, on marche. On re-enjambe une liane avec la belle plante, bon d'accord. Ah tiens, encore une bâche dans la crique, bon d'accord. Et puis Antoine me dit en créole, mais nous a passé là, nous a ouais ça. Mon gars dit, monsieur, ouais, oui, nous a ouais ça. Et on marche, et on revient au carbet caca. Alors qu'on n'a jamais dit qu'on revenait. Et le pire, ou le plus incroyable dans cette histoire-là, c'est que plusieurs années après, le hasard fait que je discute avec un habitant de Régina, je lui raconte cette histoire-là, et il me ressort la même chose. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'étaient ces bâches? Je sais pas. On est en cet endroit-là, apparemment, tu marches, si j'ai bien compris, tu marches, et tu reviens sur tes pas, sans l'avoir voulu. Et j'ai beau avoir retourné l'histoire dans toute la... Voilà, et le touriste en question, quand on est revenu au carbet caca, il nous dit, mais on est retourné? On lui dit, ouais, on est retourné. Ouais, on est retourné. Bon, allez, on va un dernier petit coup et puis on va dormir. Et Jean-Marie... Voilà, c'est des choses comme ça qui me sont arrivées. Tu fais commerce avec les esprits? Non, mais je pense intimement qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas encore, parce qu'on ne sait pas encore les expliquer.
Alors, c'est comme il y a à l'époque des cathédrales, tu serais venu avec ça là devant toi, avec une caméra ou avec un aimant, on t'aurait mis sur un bûcher. Oui. Pourtant, ça existe, c'est de la science. Donc je pense intimement qu'il y a plein de choses et j'ai eu l'occasion, en travaillant donc au Média National à l'époque, de faire des modules radiophoniques qui s'intitulaient Vent en bois, issus de la chanson de Crucial Edge de Marcel Blood. Et j'ai eu l'occasion d'interviewer des gens comme ça qui m'ont raconté des choses qui leur sont arrivées ici en Guyane, en forêt, dans des savanes, etc. Et je pense pas que ces gens-là me racontaient des bobards ni quoi que ce soit. Il y a des choses qui... Voilà. Alors on est dans le paranormal ou le scientifique non expliqué, c'est bien ce que... Le scientifique non expliqué. Oui. Voilà, je préfère penser à ce genre d'explication. Et quand bien même ce sera du paranormal... Oui, ce serait normal. Apparemment, tu t'en es sorti. Enfin, oui, voilà, Est-ce que c'est bien d'emmener des gens à la chasse comme un safari? C'est conforme à ton éthique? Alors ça va peut-être t'étonner ce que je vais dire, mais moi, qui suis écologiste, je ne suis pas contre une certaine forme de safari. Alors je vais m'expliquer. Une certaine forme de safari qui se ferait ici en Guyane, je parle au conditionnel, en respectant la réglementation des espèces chassables ou non, que le guide de chasse soit quelqu'un du cru, que l'argent payé par le chasseur pour aller prendre son trophée soit reversé, une espèce de taxe, pour aller dans la gestion de l'environnement en Guyane. Voilà. Sans oublier que le guide de chasse local doit être lui payé. Moi, je ne serais pas contre à ce que ce genre de choses puisse se faire, soit encadré et soit contrôlé de façon à ce qu'il n'y ait pas de dérive. Parce que même si je suis écolo dans l'âme, je suis aussi intimement persuadé qu'on ne peut pas mettre le pays sous cloche. On doit utiliser l'environnement de façon intelligente, de façon durable. Alors c'est peut-être utopique ce que je dis, c'est peut-être le pays des bisounours, mais je pense que ça peut se faire. Même l'activité, je suis connu comme étant un militant écologiste contre les compagnies multinationales. C'est vrai que je suis contre ces multinationales exogènes à la Guyane qui viennent, qui nous prennent notre richesse minière. Les mégamines. Les mégamines, en nous laissant des déchets et en nous laissant des miettes financières. Par contre, un minier local à taille humaine qui respecte l'environnement et les populations, je ne suis pas forcément contre. Après, chaque cas doit s'étudier au cas par cas. Mais je ne suis pas forcément contre une activité minière encadrée, réglementée. C'est pas facile à faire, certes, mais on ne peut pas continuer à dire que, oui, on regarde la petite fleur, elle est jolie, le petit papillon, il est joli, et puis à côté de ça, il y a des gens ici en Guyane qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'activité, voilà. Alors on va retourner dans les terres, si tu le permets. Et donc cette deuxième anecdote qui t'est arrivée, alors rencontre par rencontre, que s'est-il passé? Cette deuxième anecdote un peu paranormale. Comme on veut. Voilà. Alors cette fois-ci, c'était sur la Mana, au lieu dit Gros Seau. Pour ceux qui connaissent, c'est un énorme seau en forme de fer à cheval qu'on ne peut pas traverser par la voie fluviale, il faut passer par la voie terrestre. Et donc il y a de mémoire à peu près 200 mètres comme ça et 200 mètres dans l'autre sens, où on doit tirer la pirogue. Et au sommet de cette petite colline, il y a un fracatiki, de mémoire ça s'appelle comme ça, qui est un monument, quelque chose de religieux chez les populations Bushinengue. Voilà. Le fracatiki pour leur déité et compagnie. Et à l'époque, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore d'appareils numériques de photos, c'était les appareils argentiques. La touriste qui était là voulait photographier le fracatiki. Alors on va dire que toi tu es le fracatiki, l'appareil photo, il n'y a rien qui se passe. On l'essaye plusieurs fois, ça ne marche pas, elle décale de quelques... Ah tiens, clic-clac Kodak. Là ça fonctionne. Voilà, clic-clac Kodak. Elle veut rephotographier, ça ne fonctionne pas. Elle a essayé plusieurs fois, moi j'ai pris l'appareil, j'ai aussi essayé de... C'est étonnant. Et au bout d'un moment, on a dit, on laisse tomber, c'est pas la peine.
Et qu'ont dit les personnes du cru? Il y avait des touristes, c'était des touristes, c'était un groupe de 12 touristes. Moi, à part les touristes, est-ce que c'était en pays à l'eau-coup? Je ne sais pas. Non, c'était sur la Mana. Oui, il n'y avait personne à part les touristes. Non, voilà, c'était à l'époque, c'était encore la belle époque où le fleuve n'était pas encore trop orpaillé, alors que maintenant c'est triste. Il n'y avait pas encore d'orpaillage à temps plein, on va dire. La Mana n'est pas un fleuve habité comme le Maroni, ou un peu moins comme l'Oyapock. Et ce Fracatiki a dû être mis en place à l'époque de la ruée vers l'or, où les Bushinengue étaient les motoristes, les takaristes, les piroguiers, qui eux étaient chargés d'emmener les orpailleurs, en grande partie d'origine sainte-lucienne ou autre, mais aussi antillo-française. Et donc... Ouais. Alors, quand on dit ceux des Bushinengue que tu as rencontrés plus tard, tu leur as expliqué, ont-ils eu une explication? Que t'ont-ils dit? L'explication, c'est que l'esprit n'a pas voulu, ne veut pas qu'on le photographie. La maman de ma fille est une femme Bushinengue du village Abdallah de Maripasoula. J'ai aussi eu l'occasion de discuter à l'époque avec Feu Papatopo, qui était un des capitaines de Maripasoula, avec d'autres personnes. Et pour eux, c'est l'esprit, quoi. C'est l'esprit qui ne veut pas. Et moi, je respecte profondément et intimement ce genre de choses, parce que je l'ai vu de mes yeux. Donc c'est pas une brève de comptoir dans une taverne d'ivrogne, hein. Non, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu de mes yeux. Jean-Marie, on arrive au terme de cette émission. Que reste-t-il? Je sais, les aventures sont toujours un peu courtes lorsqu'elles sont agréables. Que reste-t-il? Est-ce qu'il te reste quelque chose à découvrir de la Guyane? Oui. Et quoi? Même si en début de propos, j'ai dit que j'étais peut-être un peu blasé, façon de parler. J'ai pas encore fait tout en Guyane, je suis honnête aussi. J'aimerais bien aller faire un tour au Temucumac, que j'ai vu de loin en avion, mais j'aimerais bien aller sur certaines îles Selberg. Bon, peut-être maintenant avec des problèmes de genoux, ce serait peut-être moins évident, et puis mon surpoids léger. Mais moi, depuis quelques années, je suis sur un dada, on va dire ça comme ça, qui dit qu'il faut éduquer la population guyanaise pour qu'elle connaisse son environnement. La population historiquement présente en Guyane et la population nouvellement arrivée depuis 20 ans, 30 ans, qui n'est pas du tout intégrée dans son environnement. Tout comme la population historiquement, puisque l'école ne nous a rien appris. Et tu as parlé, tu m'as titillé sur la richesse de la Guyane, au niveau faune, au niveau ci, au niveau ça. On n'a pas un aquarium en Guyane. On n'a pas un reptilarium. Oui, mais faut-il enfermer les animaux? Non, mais... certains, oui. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Les grands pays développés se sont développés avec ce genre d'outils. Et la plupart des scientifiques qui viennent en Guyane viennent de ces pays développés, parce que pour eux c'est plus facile. Ils ont eu, comme je l'ai constaté lorsque les rares fois où j'étais en métropole, les étoiles qui s'allument dans leurs yeux lorsqu'ils vont visiter en tant qu'enfants le muséum d'histoire naturelle. Et nous, on ne peut pas se dire que, sous prétexte de ne pas mettre 2 animaux dans une cage, en respectant les normes, en essayant de le faire au mieux, on va... Non. Pour connaître cet environnement-là, il faut des outils de diffusion du savoir de la connaissance, aquarium, reptilarium, insectarium. On lance des fusées en Guyane. On n'a pas un planétarium. Le carnaval, c'est une institution. On n'a pas un musée du carnaval. On a parlé de l'or on n'a pas un musée de l'or. Tous ces lieux-là vont d'une part, dans un court laps de temps, créer de l'activité dans le BTP pour les construire, etc., l'ingénierie, mais à plus long terme, il y a du travail de gestion, du travail d'entretien, du travail d'animation. Et autour de ces outils-là, tu crées des activités touristiques, des manifestations, des fêtes de ci, de ça. Tu as des scientifiques qui vont travailler, l'université, etc., etc. On ne peut pas continuer à faire du vent, parce que c'est ce qu'on fait depuis des années, des décennies, et j'y participe au niveau professionnel, à mon grand regret, mais je ne suis qu'un agent de bas étage, je ne suis pas un chef.
Et on ne peut pas continuer comme ça parce que la population ne connaît pas son pays. Et il faut lui apprendre. Et la seule solution, c'est d'avoir des outils comme ça, qui sont pérennes, où tes enfants vont y aller à l'école. Toi, en tant que citoyen, tu vas y aller avec ta famille, tes amis, etc. Le guide touristique va y amener des touristes, etc., etc. Merci Jean-Marie pour cette promenade, c'était un plaisir pour nous et nous aurons le plaisir aussi de nous revoir éventuellement pour savoir si la Guyane est toujours un pays de vent ou si elle fait autre chose. En tout cas, merci beaucoup, bonne journée et puis bon layonnage. Et j'espère te voir bientôt aussi sur un site. Je serai là. Merci. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.